2 morts. The crash was the result of the pilot doing unsafe stunts in violation of safety regulations. But the story does not end there. F-35 fighter jet that crashed in an Air Force base in Alaska. Petit crash. The pilot is safe and in stable condition, but that $80 million aircraft is completely destroyed. 52 accidents en vol contre 21 au sol. Tous pour la plupart de classe A, soit la catégorie d'accident la plus dangereuse qui provoque la destruction d'un avion et la perte de plusieurs membres de son équipage. Donc ça, c'était le bilan de 2023, publié par l'Air Force Times. T'es mal à belle ambiance dès le début de la vidéo. Quoique, on pourrait se dire qu'en 2024, le tir a été rectifié. Sauf que cette année-là a juste explosé tous les records. Pourquoi ? Parce qu'elle a remporté le titre de l'année la plus dévastatrice en termes de dégâts sur des avions militaires depuis 2007. Et t'as peut-être l'impression que c'est totalement logique, parce qu'avec TikTok et les réseaux, tu peux avoir l'impression qu'il y a des crashs toutes les 2 minutes. Alors que, on est d'accord, ce monde de l'aéronautique militaire nous est vendu à toi et à moi comme étant l'un des secteurs les plus sûrs au monde. Alors, est-ce que c'est seulement du marketing ? Parce que quand on voit le nombre délirant et varié des causes de ces catastrophes, et parfois, il faut le dire pour des raisons qui paraissent vraiment stupides, et qui se passent pour la majorité des cas même pas en combat en plus, mais bien lors d'entraînement militaire ou même au sol lors de maintenance. Avec tous ces éléments, on peut se poser des questions. Surtout que ça concerne souvent le top des appareils du panier, comme le crash le plus récent d'un F-35 en Alaska, alors que là on parle de l'avion de chasse censé être le plus performant à ce jour. Et ça fait encore plus de questions comme qu'est-ce qui a eu raison de lui ? Peut-être une panne de moteur ? Un fail du pilote ? Non. Et tu es totalement à côté de la plaque. Comme moi avant de faire les recherches, t'inquiète, y a pas de honte. Parce que le verdict, lui, se retrouve dans la conclusion du rapport d'enquête sur l'affaire qui a été rendue publique par l'armée de l'air américaine. Un rapport incroyable que j'ai décortiqué et qu'on verra plus tard pour mieux comprendre l'origine de tous ces crashs. Parce que oui, à force de tout analyser, j'ai trouvé que tous ces crashs avaient un point commun. Mais plus précisément pour le F-35, ce qui a directement retenu mon attention, c'est qu'on nous a appris qu'un baril qui contenait du liquide hydraulique laissé au froid avait été utilisé pour remplir les amortisseurs de l'avion. Ce liquide, ce n'est pas n'importe lequel, c'est celui qui assure le bon fonctionnement de l'avion. Alors, est-ce que ce petit détail aura un rôle majeur dans l'accident de ce F-35 ? On va le découvrir tout de suite dans 2 minutes. Mais plus globalement, on va enfin comprendre pourquoi les crashs d'avions militaires se propagent de plus en plus en ce moment. Comme une maladie qui semble hors de contrôle. Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là ? Ou bien qui a fait qu'on en est arrivé là ? Ce matin-là, en Alaska, la sortie devait être pourtant routinière. Un vol d'entraînement en patrouille de 4 F-35A. Sur le papier, les pilotes sont qualifiés, les appareils sont à jour, et même si la météo est froide, ça reste exploitable. Rien qui fasse lever un sourcil, tout est conforme aux procédures, tout est nominal. Jusqu'à ce que l'avion numéro 3 décroche de la normalité. En effet, quelques minutes seulement après le premier décollage de l'appareil, un voyant s'allume soudainement dans le cockpit. Le train avant ne se recentre pas correctement et reste déporté d'environ 17 degrés. Mais pas de panique, le pilote garde son sang-froid et commence à dérouler les checklists. Puis sollicite même la chaîne de soutien, à tel point qu'il va quand même tenir en l'air près de 50 minutes avec 5 ingénieurs de Lockheed Martin et le superviseur de vol pour tenter de sauver l'appareil. Deux touch and go sont même tentés afin de recentrer mécaniquement le train. Ici, globalement, c'était simplement pour voir s'il était quand même possible d'atterrir avec un train à moitié ouvert. Mais malheureusement, après la seconde tentative d'atterrissage, tous les capteurs Wait on Wheels déclarent que la machine est au sol, alors que pourtant, on est bien en vol. Le F-35 bascule alors en loi de contrôle on ground, comme s'il était au sol, et devient incontrôlable, à tel point que ça va forcer le pilote à s'éjecter. Au final, il n'aura que des blessures légères, mais l'appareil, lui, est détruit. Résultat, la perte est évaluée à 196,5 millions de dollars. C'est énorme pour une erreur qui n'aurait jamais dû arriver. Et le responsable de ce crash, c'est lui. Ça, dans l'aviation, c'est ce qu'on appelle du fluide hydraulique. Et à l'image du corps humain qui a besoin de sang pour fonctionner correctement, le fluide hydraulique, c'est la même chose, mais pour un avion. S'il devient visqueux, contaminé, alors c'est tout l'appareil qui va en pâtir. Et ici, c'était le cas. En effet, à cause des faibles températures, celui-ci a gelé, entraînant une mauvaise circulation du fluide, allant même jusqu'au blocage des vérins qui permettaient l'ouverture des trains d'atterrissage. Mais le rapport d'enquête ajoute également que les décisions humaines ont été aussi la cause du crash. En effet, le choix de faire 2 touch and go a encore plus fermé les trains et perturbé le fonctionnement de l'appareil. 9 jours plus tard, un autre F-35 va rencontrer un scénario similaire et se pose sans casse, preuve qu'un choix opérationnel différent pouvait encore casser la chaîne d'accidents.
Alors certes, les coupables sont multiples, mais tout est relié à un problème principal. Un seul problème qui gangrène et paralyse l'aviation militaire, et particulièrement aux États-Unis. Peut-être que certains ont déjà trouvé de quoi il s'agit, dans ce cas, bravo à vous. Et pour les autres, je vais vous présenter 3 cas différents d'avions de chasse qui ont été affectés par le même problème. Et essayez de trouver le point commun aux prochains accidents avant que je vous révèle quel est ce fléau. Et justement, en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte d'un truc. Lire des rapports d'accidents, c'est intéressant. Ok. Mais la vérité, c'est que tant que tu n'as pas vraiment piloté, même virtuellement, on va pas se mentir, tu restes un peu à l'extérieur de l'histoire. Alors, pour cette enquête, j'ai décidé de faire totalement l'inverse et de sortir du rôle de commentateur. Pour me rapprocher au maximum de ce que vivent les pilotes dont on parle. Et pour ça, Thrustmaster m'a clairement gâté. Regardez tout ce que j'ai reçu, les gars, c'est une dinguerie. Et encore, c'est pas fini. J'ai quasiment plus de place, là. J'ai reçu tout un écosystème de vol que j'ai pu tester en live sur DCS. C'est le meilleur simulateur d'aviation militaire, tu peux pas faire plus réaliste. Évidemment le Otas Warthog avec le manche juste ici et la double manette des gaz qui est juste là. Mais aussi le joystick du F-18 qui est juste ici et qui est une merveille. Il est incroyable. Mais aussi je vous présente le TPR Pendula Rudder, aka le meilleur palonnier au monde. Je vais vous mettre des médias parce qu'on va pas trop le voir ici même s'il est grand le machin. Et aussi le T-Flight Otas One pour PC et Xbox. Au passage, Thrustmaster propose aussi une nouvelle base haut de gamme AVA qui te permet d'y fixer n'importe quelle grip tout en conservant une expérience de vol incroyable. Le Otas Warthog, déjà quand tu poses ça sur ton bureau, t'as vraiment plus l'impression d'avoir un joystick de gamer. Là honnêtement c'est un vrai morceau de cockpit militaire à la maison parce que contrairement à ceux que j'avais avant, chaque millimètre sur la manette des gaz est en métal, il n'y a pas un seul gramme de plastique là-dedans. Et à chaque micro-mouvement du manche, tu le ressens directement sur l'avion. Et honnêtement ça m'a grave aidé pour y voir plus clair dans les rapports d'accident parce que là ça prend juste une autre dimension. Tu comprends comment un trim est mal réglé, comment une poussée est un peu trop forte ou une approche un poil trop rapide. Et tu commences aussi à comprendre que piloter un avion c'est bien plus compliqué que prévu. Sauf que Thrustmaster ne sont pas arrêtés là, ils m'ont aussi envoyé le manche du F-18. Et là tu changes totalement d'ambiance, tu passes du tank volant qui est la 10 au chasseur multi-rôle embarqué qui a d'ailleurs atteint les quarts de finale de notre tournoi des avions de chasse. Et sur DCS, le joystick du F-18 c'est une masterclass. Et après quand tu lis un rapport qui parle d'un pilote qui a raté son approche sur un pont d'envol qui gère mal sa vitesse comme le crash du 4 décembre 1996 d'un F-18 sur le USS Abraham Lincoln, tu peux te lancer le scénario sur DCS pour mieux comprendre ce qui s'est passé et le vivre vraiment. Ensuite j'ai branché le TPR Pendula Rudder. Et ça c'est vraiment ce qui m'a fait réaliser le plus ce que vivent vraiment les pilotes à l'atterrissage. Parce que tu dois tenir l'axe, corriger le vent de travers et gérer la finesse de l'arrondi uniquement avec les pieds. Et tu comprends beaucoup mieux les phrases dans les rapports de crash à l'atterrissage comme perte de contrôle directionnel ou mauvaise coordination des commandes. Tout simplement parce que tu le ressens directement dans tes jambes. Après je comprends que tout le monde n'a pas envie ou forcément le budget de commencer directement avec tout ce beau matos. Et c'est là que le T-Flight Otas One est super malin. Et si un jour tu veux passer sur Warthog ou TPR, tu sais exactement quoi prendre. Et la vérité c'est que Thrustmaster m'ont envoyé leur matos et m'ont dit bon bah teste-le et donne ton vrai avis. Et c'est une masterclass. Et mon vrai avis c'est que si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, c'est que vous voulez vraiment comprendre ce que ça ressent d'être un vrai pilote. Alors t'inquiète pas, pour les fêtes, on va bien te gâter avec Thrustmaster. On retourne à notre enquête sur les crashs et on va voir comment l'aviation militaire classe ces types d'accidents. Et avant qu'on commence à jouer cette différence pour nos 3 prochains avions, pour trouver le grand méchant loup qui s'attaque à l'aviation militaire, je dois faire un point avec vous sur les différentes classes d'accidents qui existent, car chaque crash sera rattaché à l'une d'entre elles. En premier, on a les accidents de classe E. Ça va monter crescendo, mais pour le moment, on parle seulement d'un événement non classé mais signalé. En gros, ce sont des quasi-accidents, des anomalies à signaler mais sans conséquences directes. Par exemple, une erreur de communication entre 2 avions, une procédure mal exécutée mais sans impact, ou une approche trop basse ou trop rapide corrigée à temps. Ensuite, on arrive à la classe D. Là, on parle de dégâts mineurs, souvent au sol, avec moins de 60 000 $ de réparation, ce qui est vraiment rien quand on sait qu'un boulon peut parfois valoir 10 000 €. Évidemment, il n'y a aucune blessure majeure à ce stade, que des blessures mineures, et c'est souvent un accident technique sans conséquences. On passe maintenant à la classe C, modéré. Là, ça commence à faire parler, même si c'est souvent que du matériel, car on parle d'accidents coûteux, certes, mais sans drame humain majeur. Et les critères principaux sont 60 000 $ à 600 000 $ de dégâts, ou un blessé léger nécessitant un arrêt temporaire. Comme exemple, on peut avoir des collisions avec des oiseaux, bird strike, qui obligent à remplacer un moteur ou un choc au sol. Nous arrivons maintenant dans une classe grave, la classe B. Là, ça devient très sérieux, à tel point qu'on parle d'accidents de classe B quand les dégâts matériels vont de 600 000 $ à 2,5 millions de $, où il y a une hospitalisation permanente, mais pas mortelle, ou plusieurs blessés graves. Par exemple, un F-16 qui sort de piste, un feu moteur maîtrisé sans crash, ou un accident au sol avec blessé. Et nous arrivons enfin à la célèbre classe A, catastrophique.
Ce sont les accidents les plus graves et à vrai dire il n'y a aucune limite dans cette catégorie. Un accident est classé A quand il y a eu au moins 2,5 millions de dollars de dommages matériels, une perte totale d'aéronef ou au moins un décès ou une invalidité permanente, comme par exemple le crash du F-35 en Alaska qu'on a déjà pu commenter. Maintenant que cela a été dit, voici nos 3-4 crashs qui ont tous été impactés de près ou de loin par le même fléau. Et tu vas comprendre pourquoi je te parlais justement des catégories avant. Commençons avec un incident de classe C, sur notre très cher Rafale. Alors je dis classe C, mais en France, on n'utilise pas ce système. Donc j'ai choisi un incident équivalent qui est touché par le même fléau que les crashs suivants. En effet, assez récemment, le 4 avril 2023, en plein entraînement de nuit, le Rafale numéro 39 va subir une perte de son moteur droit, suivi d'un retour et d'un atterrissage monomoteur à Landivisio. Le pilote, lui, s'en sortira indemne. Et la cause de cet accident est technique. On est sur la rupture d'une aube de turbine HP avec fissure progressive. Et le BEA note qu'un choc pendant la maintenance ne peut être écarté. Ça rentre bien dans la catégorie C, même si c'est un équivalent parce que ce système de catégorie marche seulement aux US, mais tu vas maintenant voir que le fléau qui touche l'aviation militaire ne s'arrête pas seulement aux accidents de catégorie C, parce qu'on passe maintenant à la classe B, avec encore un accident récent en mai 2023. Cette fois-ci nous sommes au Japon pour un feu moteur sur F-16, à cause d'un mauvais serrage d'une ligne de carburant lors d'une inspection moteur. Ce qui a fait que le carburant s'est répandu sur la tuyère, déclenchant un feu avant le décollage. Alors certes, il y a eu une extinction rapide par l'équipage au sol, l'avion a été sauvé et le pilote indemne, mais on est quand même bien sur du classe B à cause du prix ahurissant des dommages qui ont été subis par l'appareil. Et encore une fois, cet accident aurait pu être évité. En plus, c'est juste typiquement le genre de bourde qui ne fait pas de mort, mais coûte une fortune et cloue en escadron au sol pendant des semaines. Et ce parasite qui pollue de plus en plus l'aviation militaire, il s'attaque aussi à des accidents de classe A. Ok, on l'a vu en Alaska, mais c'est pas un cas isolé. Parce que nous sommes à présent au retour aux États-Unis, en Caroline du Nord, avec un crash mortel. Un pilote tué et 2 millions de dollars de pertes, ce qui nous fait largement entrer dans la catégorie de classe A. Cette fois-ci, la cause est directement assumée et se retrouve en haut du rapport. D'ailleurs, petit aparté, mais si vous voulez en savoir plus, je mettrai toutes les sources et les rapports dans la description. Bref, il y a indiqué qu'il s'agit d'une erreur de maintenance sur le système de direction avant, Nose Gear Steering. En effet, un câble aurait été mal connecté après l'entretien, ce qui a provoqué une perte de contrôle pendant le décollage de nuit. Le pilote, David Schmitz, a tenté de s'éjecter, mais son siège éjectable n'a pas fonctionné correctement, à cause d'un autre mauvais montage, mais cette fois-ci du système de sécurité. Donc résultat, l'avion a été détruit, plus décès du pilote, classe A confirmée. On est là sur un double enchaînement de fautes techniques, un câble mal branché, un siège mal vérifié et un pilote qui ne rentre jamais à la base. Et maintenant que je vous ai présenté ces 3 crashs, à chaque fois d'une gravité différente, avez-vous remarqué un point commun? Alors je vous laisse un peu de temps pour l'écrire en commentaire. Et le fléau qui touche autant l'aviation militaire ces dernières années, c'est la maintenance. Ou plutôt les énormes problèmes de maintenance qui pullulent de partout. En effet, c'est pas pour rien que l'United States Air Force annonce en 2023 75 accidents majeurs de classe A ou B, et le nombre est à la hausse. De plus de 28% de ces accidents sont liés au sol, maintenance, entretien, alors que seulement 2 ans plus tôt, on était sur du 19%. On va directement voir où ça a commencé, d'où ça vient, et est-ce que ça peut continuer à faire des ravages. Parce que quand tu pilotes, t'as une règle ultra importante, celle de toujours vérifier ton avion. C'est pas pour rien qu'aux États-Unis, ils ont même dit que la checklist pré-vol doit être écrite dans le sang. À vrai dire, même moi à mon niveau, quand j'essaye de simuler un vol, notamment grâce à Thrustmaster qui ont les meilleurs composants du marché, c'est directement en description pour vous en choper un, et bien quand même, avant de commencer la procédure d'allumage des moteurs, sur certaines missions, je dois m'assurer que tout est nickel à l'extérieur et à l'intérieur de l'appareil. Alors qu'on est sur un simu et que je suis tranquille chez moi au chaud, pas censé avoir de problème. Et si la maintenance doit être prise autant au sérieux, c'est vraiment pas pour rien. En effet, une étude montre que dans la période 2013-2018, pour la National Commission on Military Aviation Safety USA, sur plus de 6000 incidents d'aviation militaire non-combat, 198 morts et 157 appareils ont été détruits, avec un total de environ 9,41 milliards de dollars de pertes. En interne, beaucoup de choses dérapent, et ça partout à travers le monde. En effet, l'un des principaux problèmes de maintenance, c'est le manque de main-d'œuvre. Un article d'Interactive Aviation dit qu'il faudra environ 625 000 nouveaux techniciens dans le secteur de la maintenance pour maintenir la flotte mondiale jusqu'en 2040. Mais le pire, c'est que les avions sont de plus en plus modernes, mais les mécanos, eux, sont de moins en moins. Selon Air Traffic Controller, le nombre de mécaniciens qualifiés baisse.
On parle de chaînes de maintenance sans suffisamment de formateurs, des ratios qui se détériorent de plus en plus. Exemple, au lieu de 1 formateur pour 5 apprentis, on est à 1 pour 8, 9 dans certains services. Parce que aujourd'hui, la vraie crise de l'aviation militaire, c'est pas qu'il manque d'appareils, non, c'est qu'il manque d'humains pour les entretenir. Les jeunes veulent piloter, pas passer 10 heures à genoux sous un réacteur de F-35 à -5 degrés en Alaska, alors que pourtant sans ce travail, jamais l'avion décollerait. Car la maintenance, c'est un métier qui peut être dur et ingrat. Sur certains modèles d'appareils, on parle de 10 heures de boulot pour seulement 1 heure de vol. 10 heures de tests, de démontage, de check minutieux, juste pour être sûr qu'à Mach 2, rien ne lâche. Et le pire, c'est que même s'il n'y a plus assez de monde, les avions, ils doivent bien décoller. Alors les checklists deviennent de plus en plus rapides, les contrôles plus légers, et c'est là que la chaîne entière craque. Parce qu'un avion mal entretenu, c'est pas juste un risque mécanique, c'est littéralement une bombe volante. Et quand ça lâche, t'as plus le contrôle. Et malheureusement, on a cette impression que plus les avions deviennent modernes, plus ils deviennent incontrôlables. Et ça, c'est dû à plusieurs facteurs. Parce que déjà, chaque nouvelle technologie rend la machine plus performante qu'avant, mais aussi plus fragile, plus capricieuse et surtout plus dure à entretenir. Avant, un mécano pouvait tout démonter avec une clé et un peu d'instinct. Aujourd'hui, il faut des logiciels, des codes d'accès pour des codes d'accès, et parfois même des autorisations de constructeurs juste pour changer une pièce. Car un avion moderne, c'est une véritable usine volante. Des kilomètres et des kilomètres de câbles, des capteurs partout, et des systèmes qui s'auto-surveillent en permanence. Résultat, la moindre erreur, le moindre bug, et l'appareil devient inutilisable. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a pu voir sur le F-35. Et un article indique même que seulement la moitié des F-35 actifs sont utilisables, à cause de ces problèmes de maintenance, notamment dus au code et au super développement de l'appareil. Et en plus, comme il n'y a plus de techniciens formés pour suivre cette complexité, les retards s'enchaînent, les pannes s'accumulent et la confiance, elle s'effrite. Parce qu'un avion mal compris, c'est un avion qui échappe à son pilote. Et la vérité, c'est que quand la machine devient plus complexe que l'humain qui la contrôle, c'est là que tout part à la dérive. Mais malgré tout, il y a bien une lueur d'espoir. Bon, maintenant qu'on sait d'où vient le problème et pourquoi il augmente, on est légitime de se poser la question de est-ce qu'il y a un Mirage 2000 qui va tomber sur ma maison demain à cause d'un boulon mal serré? Parce qu'avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, ça donne plus vraiment envie d'habiter à côté d'une base ou d'aller assister à des shows aériens. Surtout quand on a vu la vidéo cet été de ce chasseur espagnol qui est passé à rien de s'écraser sur une plage bondée de monde. Et la vérité, c'est qu'on a l'impression qu'un avion militaire tombe du ciel toutes les semaines, voire tous les jours. Les réseaux, eux, s'enflamment constamment, les médias titrent encore un crash. Et si je te disais que cette impression, non. Alors oui, là, je peux comprendre que ça te fait bizarre, j'aurais pu suivre la tendance générale, sauf que je t'aurais menti. Parce qu'aujourd'hui, on va couper le bruit des médias et on va regarder ce qui se passe vraiment dans les chiffres. Parce que certes, il y a des vrais soucis de maintenance, mais on peut relativiser. En effet, les réseaux sont faits pour amplifier l'exceptionnel. Là, je t'apprends rien. Et dans l'aviation militaire, une approche un peu ratée devient un crash évité de justesse. Une alarme dans le cockpit devient panique à bord. Résultat, ton cerveau commence à surestimer la fréquence des catastrophes. Car plus tu vois un type d'événement, plus tu crois qu'il est courant. Sauf qu'entre incident signalé et accident mortel, il y a un monde d'écart. Et pour tous ces voyants qui s'allument dans le cockpit, tous ces retours d'urgence, tous ces trains récalcitrants, quand l'avion rentre en entier et que le pilote est sain et sauf, c'est une victoire. Parce que ça permet d'accumuler du feedback, et ça va être bénéfique pour tous les appareils. La vérité, c'est qu'en regardant les stats globales, l'aviation militaire ne s'est jamais aussi bien portée. Et je sais que c'est pas forcément ce à quoi tu t'attendais, mais par exemple, le taux d'accidents de classe A, les plus graves donc, a connu une chute spectaculaire. Alors qu'ils atteignaient environ 1 à 2 accidents pour 100 000 heures de vol dans les années 50, il a diminué de 80 à 90% en seulement un demi-siècle. Et tout ça, c'est notamment dû aux formations, à des conceptions qui peuvent être plus sûres, notamment au niveau des sièges éjectables et des systèmes d'alerte, mais aussi grâce à tous les retours d'expérience qu'on a pu accumuler. Après, c'est vrai que ça sert à rien de mentir et que certaines lignées d'appareils commencent à vraiment poser de gros problèmes. Et on a l'impression de les voir tous les 4 matins, comme par exemple le cas pour le F-35. Mais évidemment, ce n'est pas une vérité générale pour tous les avions de chasse. Et je sais que je tape beaucoup sur les doigts du F-35 depuis le début de la vidéo, et je sais que beaucoup vont penser que c'est parce qu'il a perdu la première manche directement lors du tournoi d'avions de chasse qu'on organise sur YouTube. Mais la vérité, c'est qu'il y a plein d'autres types d'appareils militaires qui posent aussi de gros problèmes. Comme le Bell Boeing V2 Osprey par exemple, qui a tué 65 personnes en 2025, ou même le NH90 d'Airbus, qui est tellement indisponible qu'on l'appelle le jamais là. À tel point que l'Australie et la Norvège en avaient tellement ras-le-bol de donner tellement d'argent en maintenance pour qu'il soit jamais là,
qui l'ont abandonné. En même temps, sur certaines flottes, le taux de disponibilité tombe à 30%. Même en France, on a des problèmes, par exemple avec le Tigre de Airbus, avec une dispo qui tombe souvent sous les 50%, encore une fois avec des problèmes de maintenance, des pannes fréquentes et des problèmes d'électronique et de chaînes hydrauliques. Même pour les Britanniques, c'est le cas avec le Harrier Jump Jet par exemple, qui vient taper le taux d'accident annuel le plus élevé de l'histoire. Et même sans parler d'accident, on a des maintenances qui deviennent de plus en plus longues et on a même considéré que par exemple pour le B2 Spirit, pour 1 heure de vol, il y a 120 heures de maintenance derrière. 120 heures, c'est énorme! Et quand on arrive à ce stade-là, on peut vraiment se poser la question de est-ce que la perfection technologique devient un handicap? Parce que là où ça chauffe, c'est la maintenance. Tout le monde l'écrit noir sur blanc, erreur d'entretien, manque d'effectifs qualifiés, flotte vieillissante. Et par rapport à ça, on commence aussi à avoir des solutions qui commencent à se démarquer. Comme par exemple pour le Mirage 2000D qui était quasiment tout le temps indisponible, mais qui commence à être modernisé pour reprendre petit à petit du service. Et enfin, la vérité, c'est que globalement, les grands agrégats ne s'effondrent pas. Le système tient avec des années de hausse et des années de baisse. Et certes, localement, certaines flottes morflent plus à des appareils complexes, des appareils vieillissants ou des programmes en difficulté. Mais alors, par rapport à cette panoplie de problèmes, est-ce qu'il resterait pas une solution? Une solution qui réglerait tout. Quand on regarde les chiffres, c'est clair. Les avions militaires n'ont jamais été aussi performants, ni aussi sûrs. Mais jamais aussi dépendant de la maintenance, du logiciel et du facteur humain. Et c'est là qu'une idée fait son chemin, l'avion sans pilote. Moins d'erreurs humaines, moins de stress, plus de calculs, l'IA devient capable de gérer les systèmes, d'anticiper des pannes, de détecter la micro-fissure avant qu'elle ne tue un pilote. Sauf qu'on a aussi ce paradoxe, de plus la machine devient intelligente, plus elle devient incompréhensible pour l'homme qui doit la réparer. Parce que quand tu supprimes une erreur humaine, tu en crées une autre, celle du code. Un bug, un algorithme mal entraîné, un capteur trompé, et c'est tout un escadron qui tombe. Et dans tout ça, je pense que l'avenir sera plus hybride, avec toujours le pilote dans le cockpit, mais pourquoi pas une IA qui le surveille. Et pourquoi pas des drones alliés qui lui obéissent. Bref, c'était Twilo pour TW Armée, j'espère que vous avez vraiment kiffé cette vidéo. Je sais que ça a mis pas mal de temps à sortir. Il y a vraiment des gros projets qui arrivent, sûrement sur le terrain. J'espère que vous allez vraiment kiffer ça. La chaîne commence vraiment à prendre un angle que j'aime de plus en plus. C'est vraiment ma chaîne préférée TW, pour être honnête. J'ai hâte que vous voyez les aventures qu'on vous prépare. Ça va être juste fou, vraiment juste fou, et je pèse mes mots. On se retrouve vite. En attendant, portez-vous bien. Ciao.